Dans cette décision de prise en charge, une fois exclu irréversiblement le statut colonial. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Tout Minute Tabac. Je suis Laurie Namé et je serai votre hôte. Tout Minute Tabac se veut un espace de créativité, d'échange et de réflexion autour de sujets d'actualité touchant les afro-descendants. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Enders. Bonjour Enders. Bonjour Laurence. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous? D'accord, je m'appelle Anders, comme vous le savez déjà. Je suis entrepreneur. J'interviens notamment donc, sur le quotidien des gens issus de la diaspora et aussi les gens restés aussi sur le continent. Mais je détaillerai ça un peu plus tard dans l'émission qu'on échangera à ce sujet. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de microfinancement, de microcrédit, de transfert de fonds et bien d'autres choses. En fait, en 2018, des études ont révélé que la diaspora africaine a transféré plus de 46 milliards de dollars sur le continent. Ça fait beaucoup. Où est-ce que va cet argent? Selon des études, cet argent va dans des dépenses quotidiennes de famille des personnes qui envoient, ça va dans des financements de maisons ou de bâtiments, ou d'autres dépenses journalières type santé, alimentation, etc. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment à notre échelle, est-ce qu'on peut financer avec une manne financière peut-être un peu plus modeste lorsqu'on n'a pas de millions de dollars ou même de francs CFA à transférer à notre diaspora. Donc la première question que j'ai à te poser, c'est quel est ton rapport avec le transfert de fonds? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui transfèrent des fonds en RDC? Je vais dire oui, enfin j'en fais partie premièrement parce que par l'activité que je fais, donc je suis directement impliqué dans ça, je suis donc au cœur de ce système. L'autre point de réponse, c'est avant cela, j'ai été amené effectivement à envoyer des fonds à ma famille. Moi, sachant que je suis né ici, ça m'arrivait d'envoyer des fonds pour soutenir, par exemple, à mes cousins, mes tantes ou d'autres membres de ma famille qui étaient restés là-bas. Pour répondre à ta question, tu me dis, c'était savoir si on faisait partie de ces gens-là. Enfin, moi, personnellement, j'en fais partie. Est-ce que tu fais à titre personnel, donc c'est-à-dire, toi, c'est particulier parce que tu travailles dans ce domaine, mais à titre personnel, est-ce que tu fais partie, par exemple, de ces 46 milliards de dollars qui ont envoyé en 2018 est-ce que c'est quelque chose, le transfert de fonds, est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que tu as automatisé dans le sens où tu l'envoies de façon régulière ou est-ce que c'est à titre ponctuel et pour quel type de besoin en fait tu envoies des fonds? Bah écoute, moi j'ai envie de te répondre que l'envoi d'argent, on est tous concernés je pense dans cette salle. Étant donné que, parce que le sujet c'est l'envoi d'argent en Afrique, tous les afro-descendants sont concernés par ce sujet, mais c'est juste que on n'en a pas conscience. Je m'explique par là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand par exemple tu vas dans une agence classique pour envoyer des fonds, là, effectivement, là, tu as un impact direct. Tu envoies l'argent, tu déposes l'argent. Mais l'autre impact qui est aussi indirect, que j'appelle ça, on va dire, c'est une externalité, on va dire. C'est quand, par exemple, tu vas, je sais pas, faire des courses, tu vas acheter, je sais pas moi, une campagne, d'accord, qui vient du pays. Ok. Tu consommes, tu consommes, tu fais partie de ça. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de savoir, quand on dit transfert de fonds, les gens pensent qu'il faut que j'aille dans une agence, je dépose l'argent pour que l'argent arrive du point A au point B. Ce qui est faux. Ça, c'est l'image qu'on a globalement. Mais l'autre aspect, c'est toi, tu achètes quelque chose qui vient de Côte d'Ivoire. Les fonds sont transférés. Les fonds sont transférés parce que là, c'est produit sur place, ça arrive à Paris. Toi, tu achètes à Paris. L'argent, donc les profits, retournent en Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc là, c'est une sorte de transfert de fonds. Et ça, si tu veux, ça, je t'ai donné un cas, mais tu en as des dizaines. Je peux sortir plein d'exemples dans ce cas-là. Si par exemple tu es quelqu'un qui est dans une association de quartier qui dit nous ce qu'on veut faire c'est aider pour faire des voyages culturels ou des cours de danse sur le continent ça se fait, il y a beaucoup d'associations qui font ça, qui donnent des cours de danse se rendent dans des écoles ou des projets culturels. Bah, quand tu cotises ton adhésion par rapport à ça ou tu fais partie, tu es impliqué en fait dans cette case de j'envoie de l'argent en Afrique. Donc ça fait partie de cela. Donc, et on est tous concernés d'une façon ou d'une autre. En fait, on est tous dans une chaîne de valeur, mais c'est juste que on ne le sait pas en fait. Mais on fait tous partie de cet écosystème. Ok, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas. Moi par exemple,
Dans mon cas, c'est souvent que ma famille m'envoie des denrées qui me manquent du pays. Mais effectivement, lorsque j'envoie cet argent pour acheter ces denrées, du coup, j'envoie de l'argent. Et moi, je ne me rends pas compte que ça fait partie des transferts. Si. C'est bon, très bien. Mais du coup, dans ton cas personnel, pour quel type de besoin? Est-ce que ce serait plus du côté consommation, comme on vient d'en parler, ou toi, c'est plus du côté aide ponctuelle à la famille ou investissement immobilier ou autre? Me concernant, c'est un peu tout ce que tu viens de dire. Ouais, c'est un peu de tout. Parce que, bon, j'ai envie de te dire que, par exemple, on est afro-descendants. Donc, la réalité en Afrique, c'est par exemple quand tu as un projet, par exemple, on va dire, puisque tu as cité l'exemple de l'immobilier, on va aller sur ce champ-là. Ouais. Par exemple, tu vas acheter une parcelle au pays. Toi, tu es ici. Généralement, en fait, les afro-descendants, quand je dis afro-descendants, ce que je veux dire par là, c'est nous qui sommes nés en fait ici, quoi, en Europe, aux États-Unis ou en dehors de l'Afrique. En général, on n'a pas un lien très. En fait, c'est pas qu'on a un lien très fort, mais on a un décalage en fait culturel entre la culture qu'on a eue du pays où on est né, issu, et la racine en fait de nos aïeux, etc. Donc, quand par exemple tu veux faire un projet au pays, tu vas acheter une parcelle, un terrain là-bas, ce qui va se passer, c'est que tu vas envoyer les sous là-bas sur place et tu vas envoyer ça à quelqu'un qui est sur place. Et ce qui se passe en général, je pense que tu le sais, tout le monde dans cette place le sait aussi, c'est que tu vas donner, on va dire, un petit geste à cette personne pour l'encourager. Donc ça, c'est une aide, d'une façon indirecte. Mais peut-être que pour toi, tu ne répertories pas comme étant une aide ponctuelle. Un investissement. En fait, si tu regardes l'achat de la parcelle, c'est un investissement en soi, l'achat de la parcelle. L'aide, on va dire, c'est un service qui t'a rendu. D'accord. Donc, on va dire que toi, de ton point de vue à toi, c'est un investissement. Mais pour la personne, elle le perçoit comme étant un service qu'il a rendu. C'est comme par exemple quand tu sors ici, tu prends un taxi pour rentrer chez toi, c'est un service. Et en fait, c'est perçu de la même façon. Lui, il le percevra de cette façon-là. Que c'est un service qu'il t'a rendu, donc il a cet argent qui est totalement légitime en soi. Donc moi, c'est sur ces deux cas de figure-là, donc investissement et dépenses de la vie courante. Donc pour toi, vraiment, les transferts de fonds, ça a les deux cases budgétaires de ton budget. C'est à la fois un investissement quand tu envoies et parfois une dépense dans le sens où tu aides. Par exemple, moi, quand je dis dépense, on va dire, c'est plus par exemple dans l'aspect de mon business. C'est plus en fait, quand je fais des dépenses ponctuelles, c'est plus dans le sens où c'est pour rémunérer les gens qui sont sur place. Et c'est des frais. Ça veut dire que c'est des frais d'entreprise. Donc c'est pas vraiment. En fait, je les aide, ces personnes-là, effectivement. Mais moi, c'est pas une aide. J'aime pas trop le mot aide parce que ça veut dire. En réalité. Ouais, c'est ça, c'est. Ok, du coup, tu commences à parler de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous. De tes entreprises, parce que j'ai cru comprendre que tu es quand même sur plusieurs domaines qui sont intrinsèques du fait du contexte africain, je pense. Je pense que sur d'autres continents, tu vas pas forcément voir tous ces domaines-là qui sont autant intriqués, mais chez nous, c'est vraiment lié. Donc, est-ce que tu pourrais présenter les différents domaines de ton ou tes entreprises? D'accord. Alors, je vais commencer d'abord par l'entreprise dont je suis co-CEO qui s'appelle Mandafast. Donc, c'est une entreprise qui fait donc de la messagerie financière ou intermédiation financière, ça veut dire clairement du transfert de fonds. D'accord. Mais le terme, on va dire, adéquat, c'est messagerie financière ou intermédiation financière. Et on fait aussi de la livraison aussi, de denrées aux populations qui sont sur place. Et après, il y a une autre structure que j'ai qui fait de l'accompagnement, qui fait du financement, donc le microcrédit, entre autres. Et sur l'aspect donc de ce que propose Mandafast sur le terrain, pourquoi est-ce que je suis lancé dans cette aventure-là avec Mandafast, je suis parti d'un constat, c'est que moi-même, je suis afro-descendant, mes parents envoyaient de l'argent sur le continent. Et j'ai remarqué assez tôt qu'il y avait un gap. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as ta famille, tu vas là-bas, dans une agence traditionnelle pour envoyer de l'argent. Donc c'est toi qui a un pouvoir, parce que c'est toi qui vas envoyer l'argent, parce que si tu n'envoies pas l'argent, ce business-là n'existe pas. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un décalage entre la façon dont traiter le client. En fait, il y avait une ambivalence. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu dis je vais envoyer de l'argent,
mais la façon dont était traitée la personne, donc le client, n'était pas adéquate. Ok. Donc moi, quand j'ai observé cela, et quand j'ai observé aussi le fait que, par exemple, je vais te parler de la RDC, parce que je suis originaire de ce pays-là, mais moi, j'ai pas une vision que sur la RDC, en fait. Mais je vais prendre le cas de la RDC, parce que c'est le cas que je connais le mieux. En RDC, j'avais remarqué, j'étais tombé sur une étude qui m'avait bouleversé. C'était une étude qui montrait que les gens issus de la diaspora en RDC envoyaient pour environ 9 milliards de dollars au pays. Et ça, c'était en 2011. 9 milliards de dollars, c'est quoi pour que tu aies une ordre d'idée? Ça représente, c'était 2 fois le budget de l'époque. Et c'était largement supérieur à toutes les aides que recevaient des États-Unis, de l'Asie, du Japon. Et ça concerne un échantillon de personnes issues de la diaspora France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et je crois un autre pays européen, mais c'est un panel de 5 pays. Et tu vois que ça englobe 7 millions de personnes pour un envoi total sur un an de 9 milliards. C'est énorme. C'est énormément. Donc, quand les gens disent que non, je ne suis pas concerné par le transfert de fonds, si tu es concerné, ça te concerne en fait. Tu peux pas dire que tu n'es pas concerné, c'est juste que tu n'as pas conscience que tu es concerné par ça. D'accord. Parce que clairement, si tu te dis, bon, ok, demain je ne veux pas envoyer d'argent, ces agences-là vont fermer clairement, parce que leur business, c'est ça en fait, c'est des gens qui viennent te voir. Et j'ai remarqué qu'on traitait mal ces gens-là. Enfin, souvent, je suis pas dans un discours qui est un peu de victime, mais c'est souvent le cas. Dans nos communautés, bien qu'on arrive à consommer, on n'a pas un traitement qui est adéquat. C'est pas que dû au fait du transfert des fonds, mais c'est aussi dans d'autres secteurs aussi. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que finalement, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est comment est-ce qu'on alloue cet argent. Oui. Et à partir de là, j'ai dit, moi je vais lancer ces structures-là pour être utile en vis-à-vis de... Enfin, à la base c'était d'abord vis-à-vis de ma communauté, mais d'abord, après c'était sur l'échelle d'abord globale africaine, sur le continent. Et ensuite, les denrées alimentaires, c'était une succession, c'était une suite logique à cela, parce que quand les gens voient de l'argent, les différents motifs pour lesquels les gens voient l'argent, parce que nous on a une base de données en interne, et on connaît un peu les motifs pour lesquels les gens voient l'argent. Principalement c'est pour les frais scolaires, enfin payer des frais éducatifs, frais médicaux. Oui. Ça peut être également pour des denrées, pour acheter à manger, etc. Ça peut aussi pour payer le loyer. Oui. Et pour d'autres aides ponctuelles, comme par exemple un décès ou d'autres événements dans ce genre. Et si je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu dis par exemple que est-ce que c'est considéré comme étant un investissement ou pas, et quand tu envoies de l'argent tous les mois pour les études de quelqu'un, ou quand tu envoies de l'argent tous les mois parce que quelqu'un est malade, les gens te diront c'est une dépense. Mais moi je ne vois pas comme étant une dépense. Les études surtout, c'est pas forcément une dépense. C'est pas une dépense. Les études, c'est pas une dépense. Mais pour moi, même des frais médicaux, c'est pas une dépense. C'est un investissement en soi. Parce que si tu n'es pas vivant, tu ne produis pas, tu ne peux rien faire. Donc en soi, je pense que la vraie question qui se pose, c'est que c'est intéressant que tu poses un débat comme ça, c'est parce qu'en fait on n'a pas conscience de ce qu'on fait avec cet argent-là. Et c'est ça en fait on va dire le nerf de la guerre par rapport à ça. Après l'autre activité que j'ai par rapport au financement, c'est une succession en fait logique de ce que je t'ai dit précédemment. C'est-à-dire que quand tu envoies les fonds, tu te rends compte que des fois, la personne te sollicite. Par exemple, toi tu es ici, on t'appelle, on te dit Laurence ou Laurie, je sais pas si... Les deux, ça va. Okay. Je te sollicite et je te dis je vais envoyer de l'argent. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand la personne reçoit l'argent sur place, l'objet, c'est-à-dire la raison pour laquelle elle t'avait contacté, change complètement. Donc tu vas retrouver la personne qui va faire des dépenses, elle va aller par exemple dans des bars ou dans des ambiances, etc. Alors que l'argent disait non, c'est pour payer le loyer, donc la personne va aller dans les... Je l'ai vécu, quand j'étais là-bas au Congo, j'ai vraiment vu, je me mis à suivre ça. Et donc moi, en partant de ce postulat, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de me lancer sur la sphère de la livraison de denrées, parce qu'au moins la personne pourrait être sûre que j'envoie l'argent et je reçois donc la denrée chez la personne en question. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple, moi je vais envoyer des denrées à une personne
en RDC, je vais... Pas qu'en RDC, j'ai pas précisé. En fait, on est présent en RDC, et aussi au Congo-Brazzaville, qui est le pays qui est juste à côté. Et l'ambition aussi, on est en discussion pour faire ça aussi en Côte d'Ivoire, et aussi au Bénin aussi. C'est pas mal. Ok, donc disons que je suis en Côte d'Ivoire, c'est plus proche de chez moi, et que je veux envoyer des denrées à une personne, enfin je veux envoyer de l'argent, mais c'est une personne, bon je sais pas si je peux lui faire confiance, et je décide d'allouer une certaine partie de mon argent à son budget alimentation. Donc ce que je fais, c'est que je fais directement les courses via vous en fait, et ça sera livré chez cette personne. Exactement, alors comment ça marche, c'est que en fait quand j'ai lancé ce concept-là, je me suis rendu compte qu'on peut dire que la diaspora est le garant, on va dire, de l'Afrique. Comme je t'ai expliqué précédemment, par les envois d'argent, ce qui représente, comme tu l'as dit au tout début de cette émission, que ça représente 46 milliards. Enfin, même là, dans les 46 milliards, c'est un peu faussé, parce que... parce qu'en fait, c'est faussé dans le sens où, par exemple, il y a des pays comme par exemple l'Égypte, qui est en Afrique, mais qui n'est pas catégorisé dans ces 46 milliards pour. Dans cette étude-là, qui est une étude de la Banque mondiale, on dit que l'Égypte fait partie des pays du Moyen-Orient. Ah ok, ça je ne savais pas. Alors que l'Égypte, c'est la moitié des envois, donc c'est 23 milliards. C'est énorme. Ce qui est énorme, et ce qui n'est pas comptabilisé en Afrique. En fait, si tu vois, on te dit, en gros, on te dit clairement que c'est l'Afrique noire, et il y a l'Afrique, on va dire, maghrébine, Moyen-Orient, qui est à part, alors que c'est faux en soi. C'est faux. Mais pour répondre par rapport à ce que tu disais, comment ça marche le process, c'est que, vu qu'on est parti de postulat que la diaspora est le garant, souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais en règle générale, donc toi, tu vas passer commande chez nous. Tu vas donc nous régler sur place. Nous, on va préparer la commande là-bas sur place. Et tu seras livré directement chez toi. Ouais, directement chez soi. Ça, c'est rare. Les systèmes des adresses ne sont pas évidents partout. Exact. Et c'est pour ça que chez Mandafast, on travaille avec des gens qui sont donc en local parce qu'ils connaissent bien les recoins beaucoup mieux. C'est pas comme ici en France où tu dis c'est comme par exemple l'adresse d'ici où tu m'as donné une adresse. En Afrique, ça c'est pas comme ça. On utilise souvent des points de référence. On te dit tel endroit où il y a eu tel événement, etc. Et les gens se repèrent comme ça. Donc après, il faut aussi s'adapter aux coutumes locales. Voilà, moi je veux pas venir et dire non. En Europe, ça se passe comme ça, il faut l'adresse. Non, il faut s'adapter à ce qui se fait. Ouais, tu vas te faire casser les dents, on va te prendre pour un. Mais du coup, parlons un peu plus du côté microfinancement. Comment est-ce que. Déjà, pourquoi est-ce que tu as développé ça ou que tu le développes? Et comment est-ce que tu as réussi à mettre en place, ou même si c'est en cours, ce système-là? Alors, pourquoi je l'ai mis en place? C'est comme je t'ai dit, en fait, c'est une succession par rapport à ce que je te disais précédemment. Quand j'ai vu cette étude-là sur les 9 milliards. Je suis parti donc de ce constat que le problème n'était pas l'argent mais l'allocation de cet argent. D'accord. Moi, l'idée que j'ai, le concept, l'idée que j'ai, c'est de me dire, sur les 9 milliards qui sont envoyés, si j'arrive à capter ne serait-ce qu'1% pour développer des projets, ça pourrait être énorme. Donc, à partir de là, tu te dis comment est-ce que je pourrais faire pour canaliser cette somme pour financer des projets qui ont un impact directement auprès de la vie des gens. Tu as deux choix qui sont possibles, soit tu te dis bon, je vais aller voir le gouvernement ou des gens, des institutions pour faire ça, mais on sait clairement que le but du jeu, c'est ils n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse, c'est la réalité. L'autre aspect, c'est de se lancer tout seul. C'est comme quand tu te lèves le matin, tu prends une douche froide, sans réfléchir. Tu vois, tu comprends un peu ce que je veux dire, tu le fais. Et moi, je suis plus dans cette démarche-là d'être dans l'action. Et donc, il y a aussi cette autre histoire où il y a eu ce petit enfant, quand j'étais au pays, qui est malheureusement décédé, parce qu'il lui manquait ne serait-ce que 30 $ pour payer des frais médicaux. Et ça m'a complètement détruit, vraiment. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, moi, à mon humble échelle, comment est-ce que je peux faire pour éviter ce genre d'incident? Je me suis dit, je vais me prendre en charge et je vais le faire, ce que je peux faire à mon niveau. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé cette initiative-là.
ces structures-là de financement, d'accompagnement à destination donc, des gens qui sont au pays, aussi des gens qui sont de la diaspora. Dans la diaspora, c'est un peu différent parce que, étant donné que moi je suis issu du monde de la finance, Oui. je sais comment fonctionnent les rouages du métier. Enfin, comment fonctionnent les rouages et comment fonctionnent les dossiers. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les banques, quand tu vas demander un dossier pour avoir un prêt, il y a des cases à remplir. Et il se trouve que il y a des cases que nous ne remplissons pas. Ok. Parce qu'on a le mauvais patronyme. Oui. Ok, je vois. Tu vois. Et ou parce que quand par exemple tu veux demander un dossier pour te faire financer auprès de ta banque, on te dit tu envoies ta pièce d'identité que tu as reçue en Bretagne il y a 10 ans et que tu as une fiche de paye et qu'il n'y a pas une concordance sur l'adresse, automatiquement le dossier va dans l'eau. Et donc, selon des institutions étatiques, ces rejets, on va dire, représentent 30%. C'est énorme. C'est énorme. Dans ces 30%, l'idée c'est que nous, on va accompagner ces 30% parce que ce sont des personnes qui sont non grata, elles sont persona non grata auprès de ces institutions. D'accord. Donc, le rôle, la démarche dans laquelle nous inscrivons, c'est de aller vers ces personnes qui sont persona non grata parce que soit elles sont issues de la banlieue ou parce qu'elles n'ont pas le bon patronyme, et c'est de venir et d'accompagner, de soulager ces personnes-là. Donc ces personnes-là, si tu veux, elles ne savent pas qu'elles sont pas... Oui, on te dit pas que... En fait, on te dit pas, Ouais. mais c'est... En fait, faut pas voir ma démarche comme étant, je suis pas un ramasseur de détritus, c'est juste des personnes qui sont... Elles ont besoin, elles ont des Exactement. projets qui sont viables, qui Exactement. sont valables et on leur donne pas la chance Exactement. de les développer. Exactement. Et donc c'est là où j'interviens, où on accompagne, on accompagne ces personnes-là et aussi on les éduque aussi sur l'aspect d'avoir l'accès au crédit. Par exemple, ça peut être la ménagère qui a 35 ans, qui travaille, qui a son travail, qui touche ses 1500, 1600 euros et qui, par exemple, elle a un décès, elle n'a jamais pris de crédit de sa vie, elle ne peut pas le faire. Et elle a besoin de débloquer 2000 euros pour financer les obsèques de son père. Oui, bah oui. En plus, ça Tu coûte vois. cher. Ouais. Si les... Et là, c'est là où on peut éventuellement intervenir sur des cas, sur ces cas-là par exemple. Et du coup, sur le côté microfinancement sur le continent, comment ça se passe pour des personnes qui ont des projets sur place et qui cherchent une manne financière? Alors ça se passe de deux façons. En fait, pour l'instant, on travaille sur un système de sponsor. D'accord. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être issue de la diaspora, Oui. qui, nous en fait, on a des projets qui sont sourcés sur place. Par exemple, j'accompagne un entrepreneur sur place qui, lui, ce qu'il fait, en fait, il fait des lampes torches à partir de matériaux de récupération. D'accord. Donc en fait, il va dans les décharges, il ramasse même des vieilles radios que tu jettes, il fait ça. Il fait des lampes qui durent dans la durée, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, souvent, les lampes torches, en fait, ils achètent auprès des Chinois parce que ça coûte beaucoup moins cher. C'est vrai. Mais ça tient même pas 10 jours. Donc en fait, à chaque fois, il y a un flux d'argent qui sort à chaque fois. Et lui, il a proposé une solution où tu payes d'un coup, mais c'est pas super cher. Et ensuite, tu as ta recharge et tu recharges à l'énergie solaire et tu peux utiliser ça pour plein de choses. La maman qui veut faire cuisiner le soir, ou quand tu veux étudier le soir, tu peux utiliser cette lumière-là qui alimente ta maison. Donc je pousse beaucoup les projets dans ce registre-là, qui sont dans l'innovation, la créativité, parce que je trouve que c'est très important, surtout chez les jeunes, parce que l'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de jeunes au monde, et aujourd'hui, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais si dans 20 ans tu réécoutes ce podcast, tu me donneras raison, qu'il y aura beaucoup de grands talents en Afrique, qui émergeront en Afrique, et vraiment, je crois vraiment. Donc c'est pour ça que je m'inscris dans ces démarches d'accompagner ces personnes-là de la créativité, et après, malheureusement, comme tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux sur place. Oui, qui vont faire autre chose. C'est ça. Et donc le but, c'est un peu d'élaguer, de regarder les personnes qui sont sérieuses. Par exemple, il y a des gens qui viennent me voir, qui me sollicitent, qui me disent « Bon, j'ai vu que tu accompagnes des jeunes sur place, moi aussi je suis jeune. » Et la personne qu'elle te rapporte, elle te rapporte simplement un business plan, elle te dit « Bon, voilà, moi mon business, c'est ça. » Toi, tu l'écoutes, tu prends le temps de discuter avec la personne, d'apprendre à la connaître. Et, sauf que la personne n'a pas de track record sur le terrain. Donc sur le terrain, en fait, qu'est-ce que ça donne? Ouais, je vois. Donc, moi, je préfère accompagner quelqu'un
qui lance un business sur le terrain, qui lance un projet sur le terrain, qui fait quelque chose, qui se bat pour gagner son argent parce que lui, il a l'expérience du terrain. Concret, ouais. Voilà, il sait à quel point c'est difficile de faire un bénéfice. Donc je sais que si je passe de l'argent à cette personne a conscience de l'opportunité qui se présente à elle. Et de ce fait, elle se battra corps et âme pour mener à bien son projet. Okay. Donc c'est dans cette démarche-là que je m'inscris. Après, il y a aussi, comme je t'ai évoqué plus tôt, il y a le fameux sponsoring où c'est une personne qui est dans la diaspora qui va dire bon, moi j'ai envie d'aider telle personne, donc je vais me porter en fait garant pour ce projet à hauteur de tel montant. Okay. Et ensuite on va l'accompagner. Bien, ça peut être aussi des gens qui ont besoin, par exemple, de choses toutes simples. Hein. Par exemple, la maman qui a un besoin de trésorerie parce qu'elle vend sur les marchés. Nous, on lui apporte un complément. On l'accompagne, on lui fait un prêt sur une période donnée et ensuite elle nous rembourse directement. Donc si moi par exemple j'ai une cousine qui veut lancer un projet ou je sais pas, si tu t'implantes au Burkina Faso, on va dire au Burkina Faso, et que je ne lui fais pas encore assez confiance pour gérer toute seule ses finances, je lui envoie d'un coup les 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire 3 000 euros environ, je peux me porter garant via vous pour via ton entreprise, du coup, la financer au lieu de lui envoyer alors qu'elle n'a aucune expertise dans sa gestion d'argent et que je sais que bon, voilà. Alors, moi, j'ai envie de te dire que quand tu procèdes de cette façon-là, moi, j'ai pas eu de mouiller parce que. Moi, j'ai pas eu qu'on s'embrouille, que tu m'appelles au téléphone, que tu me dises ah non, l'inverse, tu. Dans le sens où. Là, j'ai dit ma cousine, je la connais. Enfin, si c'était ma cousine, je la connais très bien et limite, elle se vexerait que je passe par une entreprise. Ouais, bien sûr. Mais je parle de. Ça peut être des personnes que je connais de loin, que je veux aider, qui n'auraient peut-être pas de garant autre part. Et même si on n'est pas très proche, mais je veux t'aider, je passe par cette entreprise. Oui, bien sûr. Ou alors, c'est possible aussi si c'est des projets qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire, je viens juste, je dis, écoute, moi j'ai une épargne de 5 000, 10 000 euros, 15 000 euros. Je suis prête à mettre ça à disposition pour financer des projets. Si, ça marche dans les deux cas de figure. Mais l'idée que les points que tu viens de soulever sont hyper intéressants. Parce que, si tu veux, c'est des choses auxquelles je ne pensais pas. D'accord. Tu vois, et là tu viens de me donner une idée. Ça serait intéressant parce que c'est vrai que le côté confiance, c'est même pas un côté confiance. Tu peux aider quelqu'un, mais la finance c'est pas tout en fait. Exact. Si il dilapide l'argent, pas forcément en pensant mal, mais en se disant oh mais il faut que j'achète ça et puis il sait pas où acheter, il va acheter 10 fois plus cher, etc. Ou alors il met tout cet argent d'un coup dans un compte et puis il y a un problème et puis c'est fini, ou alors il dépose ça chez lui. Mais je veux dire, voilà, c'est pas une question seulement de confiance, mais c'est une question d'accompagnement. Et au final, en tant que diaspora, tu peux vouloir aider les gens de chez toi, mais ne pas avoir des outils en fait pour vraiment les aider parce que tu n'es pas sur place. Et puis de deux, tu n'es pas professionnel du domaine de l'accompagnement. Alors, quand tu dis que tu n'es pas sur place, pour moi c'est pas vraiment un argument, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu regardes bien dans l'histoire, en Afrique ou même dans l'histoire moderne, quand les colons venaient en Afrique, enfin quand je dis colons c'est pas dans le sens péjoratif, ils s'appelaient des colons, c'est des colons. C'est des gens, par exemple, qui investissaient en Afrique, ils connaissaient même pas l'Afrique. Ils voyaient juste les images d'Épinal pour leur montrer donc des noirs musclés avec des boucles d'oreilles portées, des lourdes charges ou la maman qui porte. Ils voyaient que ça sur des cartes postales, ils savaient même pas à quoi ressemble le continent. Mais ça n'empêchait pas ces personnes-là d'engendrer des millions et des millions de bénéfices. Donc après, effectivement, je suis d'accord qu'il faut être sur place aussi pour accompagner, mais c'est pas une condition nécessaire. C'est pas parce que tu n'es pas sur place que tu peux pas lancer de business. Ok, donc je vois. Donc par rapport à ta plateforme, enfin ton accompagnement, ton entreprise, elle est toujours en développement, si je comprends bien. Effectivement. Toujours en agrandissement, en fait, étant donné que ça n'a qu'un an. C'est ça, mais en fait, en soi, c'est une start-up, donc on est toujours comme je te dis, ça a quelques mois, ça n'a même pas un an, et effectivement, on est toujours en croissance. Après, je suis jeune, ce qui ne m'empêche pas d'être quelqu'un d'avisé, et bien sûr, si des personnes veulent m'aider... Mais quel type justement d'aide, par exemple le type d'aide, ça peut être, par exemple... elles sont multiples, ça peut être par exemple d'être un consommateur sur ma plateforme, de solliciter notre plateforme
pour tes usages quotidiens. Ça peut être aussi en parler à d'autres personnes. Par exemple, tu es en soirée ou tu parlais de ta tante au téléphone, tu peux lui en toucher un mot ou deux. Et ça peut être aussi par des idées. Si quelqu'un a des idées à me proposer des axes d'amélioration, qui perçoit les choses d'une autre façon, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Parce que ce qui est important quand on est dans l'entrepreneuriat aussi, c'est important aussi d'avoir plus de recul. Voilà, avoir du recul, et aussi de se remettre en question aussi. Parce que l'entrepreneur qui te dit non, moi j'ai la meilleure idée du monde, je veux pas vous écouter, etc., tu te prends le mur, tu vas sur le mur. Donc si une personne vient et te dit moi je peux t'aider, la façon dans laquelle tu procèdes, est-ce que tu as envisagé tel angle? Tu vois, par exemple, on a discuté et tu m'as donné une idée, tu vois. Oui. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles. D'accord. Et où est-ce qu'on peut... Est-ce que déjà tu as les réseaux sociaux déjà de l'entreprise bien en place, c'est-à-dire celle de transfert de fonds et de vivre déjà. Et ensuite, où est-ce qu'on peut te contacter si on est intéressé par... Alors, pour me contacter, c'est très simple. Vous allez sur la page Instagram de Manda Fast. Donc mandat, c'est comme un mandat, et fast comme en anglais, qui veut dire rapide, quoi. Donc, tout attaché, Manda Fast. Donc vous vous abonnez à la page et vous faites partager. Et on a aussi la page Facebook, toujours l'éponyme, donc Manda Fast, sur la page Facebook. Et pareil, si vous soutenez l'actualité, enfin vous soutenez la page, etc. Ou vous pouvez aussi nous poser des questions aussi si vous avez des questions. Et sur l'activité donc de financement microcrédit, il y a une adresse mail qui est donc Anders Holding, donc ça s'écrit HANDERS.holding, donc HOLODINGE @gmail.com. Et donc là les personnes me contactent d'abord par mail. Donc vu qu'on est une start-up, donc on est digital et en même temps on est très agile. La personne m'envoie un mail, etc. Ensuite, on monte un rendez-vous, je discute avec la personne, après on voit dans quelle mesure on peut l'accompagner, parce que c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. Très bien. Bah, franchement, merci Anders pour cette discussion, c'était super enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses. Et félicitations pour tes multiples projets, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Du courage aussi, parce que je pense que ça a une certaine envergure et j'espère vraiment que tu pourras démocratiser ces entreprises-là à des grandes, plusieurs pays d'Afrique. Parce que je sais qu'en tout cas dans le cas du Burkina Faso, ce serait super intéressant de pouvoir payer des courses à quelqu'un, etc. Même moi je l'utiliserais, je le sais. Donc, voilà. Et puis encore plus pour pouvoir sponsoriser des projets sur place. Donc franchement merci pour cette discussion et du courage. Et merci à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. J'espère que la discussion vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à contacter Anders sur les réseaux sociaux via Manda Fast ou via email si vous voulez collaborer ou que vous êtes intéressé par leur service. Et je vous retrouve au prochain épisode de Toumi Tabac. Bisous. Merci.